Bonjour, voilà, bonjour mes amis. Donc, on lance une nouvelle vidéo. Voilà, j'attends. Ah, voilà, ça y est, ça commence. Zaïd, Ibn Khattab, Allen, Jean-François, Pierre. Alors, c'est bizarre, Nourdine, Marie, Nassim, Samir Alem, Nelly Martineau, Shamsi Mohamed, bonjour. Bachira Bak, Samir Ben Bola, ça défile. Fatiha Haroun, Mehdi le Grand, ça fait toujours rigoler, mais bon. Elmernissi Tariq, Jean-François Pierre, bonjour. Vous m'entendez bien, ben, ça me fait plaisir. Soso, qui se plaint souvent sur le groupe, sur la LDJ. Donc, voilà, Abdelkrim Belhaj, Asiab, salut, Akila Alika. C'est ce qu'on appelle un anagramme. Réussi, peut-être, oui. Alors, donc, voilà, bon, il y a suffisamment de monde, je pense qu'on peut commencer. Donc, c'est l'actualité qui m'a poussé à traiter ce sujet, qui est le séparatisme islamiste. Bon, j'ai publié 2 ou 3 posts là-dessus. Si vous les avez regardés, vous êtes plus ou moins au courant. Asiab, il fait de l'humour. Bon, donc je vais parler du séparatisme islamiste, c'est-à-dire du manifeste signé par une centaine d'intellectuels, dont 5 ou 6 musulmans que j'ai désignés harkis et sur lesquels je voudrais m'expliquer. Parce que y a 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit et bon, tout d'abord, j'ai pas le temps de répondre aux questions individuelles et aux commentaires individuels. Vous savez que j'ai 3 comptes qui totalisent 13 000 amis. Donc, si 1 pour 1000 m'écrit par jour, 1 sur 1000, ça fait quand même 13 messages. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même. Vous savez, alors, donc, j'ai pas le temps de répondre, malheureusement, mais le message sur les harkis m'a touché. Et je voudrais répondre tout d'abord, parce que, vous savez, quand j'utilise le mot harki, c'est pas du tout pour dénigrer ceux ou pour insulter ceux qui ont combattu aux côtés de la France. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux, c'était des pauvres mecs qui ont été plus ou moins obligés par le colonisateur à intégrer les rangs des soldats de l'armée française. C'est-à-dire qu'en 1830, lorsque les Français sont arrivés, il n'y a pas eu 50 000 Algériens musulmans qui ont dit on veut combattre avec les Français. C'est pas vrai. Donc, une fois que toute résistance algérienne, arabe, musulmane a été réduite à néant, ce qu'on a appelé la pacification, à ce moment-là, l'armée française est allée dans les villages algériens et piquait des gens. Voilà. Disait je veux 10 ou 20. Et on ne pouvait pas refuser, sinon l'armée pouvait raser le village. Et donc, petit à petit,
l'armée française a réussi à intégrer des milliers de pauvres mecs, de pauvres types, qui n'avaient pas le choix et qui se sont retrouvés enrôlés de force. On leur donnait un peu d'argent, un salaire, il y avait des obligations, etc. Et donc, après un 100 ans de présence militaire française, de domination coloniale, il est évident que les Français ont réussi à créer un corps d'armée d'Algériens qui leur servait de chair à canon, parce qu'en fait, c'était de la, de la soldatesque. Je pense que il y avait quasiment pas d'officiers. S'il y avait un lieutenant, c'est que c'était vraiment un miracle. Donc, ou un sergent. Donc, c'était vraiment de la piétaille. Et donc, je ne voudrais pas les insulter parce qu'ils ont été mis dans des situations comme ça. Donc, pour moi, dans ma bouche, ce n'est pas une insulte. Pour moi, ce sont des victimes de l'histoire. Et quand j'utilise le mot harki, par exemple, pour caractériser ces musulmans qui ont signé, c'est dans le sens de traîtres. Voilà, de traîtres à leur famille, à leur patrie, et de collaboration avec un maître. Et là, dans mon esprit, il y a du mépris. Parce que ce sont des gens qui sont souvent intelligents et qui connaissent l'histoire, qui ne sont pas forcés de le faire, mais qui le font pour, par exemple, je prends l'exemple qui me touche le plus, c'est cet Algérien, écrivain, Boualem Sansal, qui va jusqu'à partir à Jérusalem, soi-disant pour discuter de paix, alors qu'il sait très bien, il ne peut pas l'ignorer, que Jérusalem, Al-Quds, est sous la botte de l'occupant sioniste. De quelle paix peut-il parler? Qu'est-ce qu'il a obtenu? On l'a caressé dans le sens du poil comme un chien, comme un caniche. Il revient en France, il devient l'ami de Bernard-Henri Lévy, de Finkielkraut. Il est cité ici ou là, ses livres ont du succès, il passe à la télévision. Voilà pour moi l'exemple du harki méprisable. Voilà. Donc encore une fois, je fais la différence et ne vous méprenez pas quand j'utilise le terme harki. Voilà. Enfin, j'espère que c'est clair. Donc, il y a quelques jours, il y a eu un manifeste signé par une centaine d'intellectuels et qui s'appelle Non au séparatisme islamiste. Bon, j'ai trouvé que, d'abord, c'est tout nouveau. C'est la première fois à ma connaissance, hein, c'est la première fois qu'on utilise le terme, enfin, ou ces deux termes, séparatisme islamiste. D'habitude, on parle d'islamisme, d'intégrisme, de terrorisme, de fanatisme, de salafisme, enfin, tous les ismes dont on parle les musulmans pour les insulter, les diaboliser. Et là, on les accuse de séparatisme. Alors, j'ai regardé, voilà, je me suis procuré le Figaro et j'ai vu que parmi je pense que c'est un joli coup médiatique parce que je ne retrouve pas les habituels alliés des sionistes. Ils ont élargi le champ. Ça veut dire qu'ils ont recruté des intellectuels, des écrivains qui ne sont pas nécessairement islamophobes, mais qui ont été trompés, à mon avis, par le discours, parce que ces gens, on leur a dit, vous savez, je vais vous dire ce qu'on leur a dit. C'est terrible ce qui se passe, on ne peut pas laisser passer ça, c'est dangereux pour la République, pour les valeurs, etc. Et donc, ils ont signé. Et
enfin, une illustration de la bonne foi de beaucoup de ces gens, celui qui est présenté comme le leader de ce manifeste, en tout cas tel que je l'ai entendu, il s'appelle Stéphane Breton. C'est un réalisateur, ethnologue. Il est passé il y a 4-5 jours, justement le lendemain du manifeste, dans une radio juive qui s'appelle Radio J, interrogé par Michel Zerbi, qui est un journaliste judéo-sioniste 1000%. Et alors, ce journaliste, il a la spécialité d'amener les gens vers l'antisémitisme, les quartiers, etc. Enfin, mais Stéphane Breton s'est toujours refusé à tomber dans le piège. Je connais bien ce journaliste parce que je l'écoute régulièrement. Et donc, il a essayé de l'amener sur le terrain de l'antisémitisme. Mais l'autre s'est absolument refusé. Et c'est dire que, à mon avis, ce gars-là s'était laissé berner par ce discours. Et là, je dois reconnaître que les judéo-sionistes ont bien joué. C'est-à-dire, ils ont présenté ça comme vraiment comme un danger de la République. Alors, avant de faire le commentaire, je vais vous lire quelques extraits du manifeste. Juste quelques extraits pour vous donner une idée de ce qu'ils ont dit. Alors, les signataires ont le sentiment qu'un danger menace la liberté en général et pas seulement la liberté de penser. Je commenterai après. Le nouveau totalitarisme islamiste cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour une victime de l'intolérance. Je continue. Et voici qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et voici qu'aujourd'hui, c'est un apartheid d'un nouveau genre qui est proposé à la France. Une ségrégation à l'envers grâce à laquelle les dominés entre guillemets, c'est-à-dire les musulmans, mais en fait, entre guillemets, ça veut dire, c'est pas vrai, ils ne sont pas dominés. Les dominés préserveraient leur dignité en se mettant à l'abri des dominants. Dominants, guillemets. Voyons, il y aurait des dominants en France? Mais voyons, je continue. Et comment ne pas voir que la laïcité protège aussi les religions minoritaires? Mais voyons, je ne commente pas encore, hein, mais goûtez-le. La mettre en péril, la laïcité, nous expose au retour des guerres de religion. À quoi peut donc servir ce ségrégationnisme nouvelle manière? N'est-il pas l'expression de la haine la plus caractérisée à l'égard de notre pays et de la démocratie? Les mêmes lois pour chacun de nous, voilà ce que nous garantit au contraire la République. C'est ce qu'on appelle tout simplement la justice. Je vous laisse goûter. Je continue parce que j'ai choisi juste quelques extraits. Le nouveau séparatisme avance masqué. Ouh là là. Il veut paraître bénin, mais il est en réalité l'arme de la conquête politique et culturelle de l'islamisme. Tremblez, citoyens. Et en conclusion, nous voulons vivre dans un monde complet où aucune religion ne fait la loi. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, qui n'aurait pas signé un tel texte? Alors, je vais vous dire, l'idée générale, c'est quoi? C'est l'inversion accusatoire. C'est quoi l'inversion accusatoire? C'est-à-dire, on renverse la culpabilité. Je vais vous donner, j'ai pris quelques termes
pour vous montrer comment on inverse l'accusation. On accuse les musulmans de séparatisme. D'accord. Et qui fait du séparatisme en France? Quelle est la communauté qui fait le plus grand séparatisme? Les Juifs. Les Juifs, dans les écoles juives, je n'ai pas le chiffre exact, mais proportionnellement, ça veut dire les élèves juifs qui vont dans des écoles confessionnelles juives représentent à peu près facilement 50 à 100 fois le chiffre des catholiques et des musulmans. C'est-à-dire que quasiment un tiers des élèves juifs sont dans des écoles juives. Je peux me tromper de quelques pourcents, mais et ils continuent. Vous savez, vous savez très bien que j'écoute les radios juives, et c'est dommage, j'aurais pu noter, ils ont même créé un site. Au moins, enfin bon, il y a un site que j'entends, il y a un matraquage publicitaire sur deux femmes qui discutent entre elles et qui disent « Oh là là, j'ai des problèmes avec mes enfants, je voudrais les inscrire et je ne sais pas comment faire. » Mais elle va dans ce site, ce compte Facebook, mettre mes enfants dans une école juive et on va vous donner tous les renseignements, on va vous aider financièrement, etc., etc. Tout est fait. Depuis 30 ans, il n'y a jamais eu autant de restaurants cachers. Et les restaurants cachers, les magasins cachers, les écoles juives se sont multipliées par 5, par 10. D'accord? Donc, qui fait du séparatisme? Qui vit séparé? Donc, c'est ça l'inversion accusatoire. C'est-à-dire, on sait qui le fait. Ce sont les juifs. C'est la communauté juive. Mais on va accuser les musulmans de le faire. On accuse les musulmans, je vous l'ai dit. Ah, je ne sais pas si je vous l'ai cité. Bon, vous pouvez me faire confiance, c'est dans le texte, mais j'ai oublié de le noter où. On accuse les musulmans de jouer la victimisation. Je crois que je l'ai dit, non? Alors, où c'est? Bon, voilà. En tout cas, bon, faites-moi confiance, j'ai noté. Ils jouent la victimisation. Enfin, en France, qui sont les spécialistes de la victimisation? Je vous fais un dessin? Enfin, mais les Juifs, mais tout le temps, tous les jours, les films sur la Shoah, l'antisémitisme, le harcèlement, les mauvais regards, enfin, qui joue les victimes? Autre reproche qu'on fait aux musulmans dans ce texte, abuser du registre judiciaire. C'est vrai, les musulmans, mais ils sont tout le temps dans les tribunaux, en train de poursuivre les autres. Mais qui le fait en France? Ce sont les Juifs qui le font. Bonjour Zola. Mais enfin, regardez la 17e chambre. La moitié de son travail, c'est pour protéger les Juifs. C'est sur les plaintes des Juifs, des partis civils. Le BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, c'est quasiment chaque semaine, il fait un procès. Par contre, c'est vrai que le CCIF a osé poursuivre Georges Bensoussan parce que ce monsieur qui est historien, c'est-à-dire qu'il a un diplôme d'histoire, mais il modifie l'histoire du Maroc, l'histoire des Juifs du Maroc pour en faire des victimes et les comparer aux réfugiés palestiniens. Et il avait dit cette phrase qu'il a reprise. Il est très malin. Il dit « Moi, je ne fais que citer un musulman ou un arabe. » Bon. Des traîtres, il y en a toujours.
et il dit comment dire, les jeunes musulmans, les jeunes arabes musulmans en Afrique du Nord, ils têtent l'antisémitisme, la judéophobie ou l'antisémitisme dans le sein de leur mère. Bon, il est poursuivi en justice. Mais pour les juifs, c'est hallucinant. Comment on peut poursuivre un historien juif, président du musée de la Shoah à Paris? Enfin, mais c'est hallucinant. Comment on peut... Vous savez, les médias juifs, ils sont, mais il faut les entendre là-dessus, sur Georges Bensoussan. Comment on peut traîner quelqu'un? Et là, ils appellent ça, ils abusent du registre judiciaire. Mais c'est ça l'inversion accusatoire, c'est-à-dire les musulmans, combien de procès ont fait les musulmans commandant de la liste? Par contre, moi je peux donner la liste. Et encore, elle ne sera pas exhaustive. Des centaines de procès intentés par le lobby juif, avec des partis civils juifs, chaque semaine quasiment, pour extorquer, pour faire condamner, etc. etc. Alors, autre inversion accusatoire, la minorité opprimée est accusée de vouloir dominer. Je crois que je vous l'ai cité, non? Bon, voilà. Donc, c'est hallucinant. C'est-à-dire que tout le monde sait. Je crois que, je ne vais pas vous faire, enfin, depuis les années 50, enfin, même si on met de côté la colonisation, le 17 octobre 61, les ratonnades, les bavures, enfin, etc., les contrôles aux faciès, enfin, tout ça. Enfin, depuis les années 60, on le sait, les 70. S'il y a une population qui est stigmatisée, diabolisée, harcelée, insultée, assassinée, enfin, méprisée, etc., c'est bien la communauté musulmane. Le logement, le boulot, etc. Et qui on accuse de vouloir dominer? Les musulmans. Ah non, ce n'est pas les juifs. Hein. Non, non. Imaginez, mais quelle domination? Ils sont où les musulmans? Ils sont dans les médias? Ils sont dans la politique? Citez-les-moi. Ils sont dans l'économie, dans la finance, dans la publicité. Mais ils sont où? Quelle est cette domination? C'est ça. Et voilà le raisonnement. C'est-à-dire, on veut oublier les vrais maîtres, ceux qui se donnent le rôle de maître en France, c'est-à-dire le lobby judéo-sioniste, les vrais maîtres, ceux qui interpellent, ceux qui font venir le gouvernement dans son entier au dîner du crime et ils lui donnent des instructions. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise il y a 2-3 jours d'Elisabeth Lévy disant « Oh là là, quand même, oui, 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 toi tu disais un ministre, et tu lui disais « Tu fais ceci et tu fais pas cela ». Voilà. Mais ce sont eux les maîtres, les vrais maîtres. D'accord? Mais par une inversion accusatoire, on va accuser les musulmans. Ils veulent dominer la France. Mais quelle domination? Mais les pauvres malheureux, enfin, s'ils arrivent à sortir la tête hors de l'eau. Voilà, c'est ça la propagande. C'est-à-dire les mettre en état d'accuser pour leur mettre encore la tête sous l'eau, les écraser. Alors, il parle de liberté de penser. Le plus grand danger pour la France, c'est la liberté de penser. Ah bon? La liberté de penser est menacée par qui? Qui a interdit Céline? Qui interdit Maurras? Qui impose les lois sur la Shoah? Qui impose l'interdiction de faire de l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale? Qui impose les films sur la guerre depuis 70 ans? On en a marre.
Qui menace la liberté de penser? Regardez Charlie Hebdo, on peut faire tout. Philippe Tesson a dit ce sont les musulmans qui amènent la merde en France. Qu'est-ce qui? Rien eu. Comment il s'appelle? Bouhara, je crois, enfin le vigile marocain qui a été jeté dans un canal, il est mort. Qui en parle? Mais quelle liberté de penser est menacée par les musulmans? S'ils arrivent à peine à respirer dans ce... Enfin, bon, j'ai pas envie d'être vulgaire dans ce pays. Ils sont harcelés, contrôlés, etc. Mais quelle liberté? Qui domine l'édition? Qui domine BFM, Libération, Le Monde, TF1, France 2? Qui domine? Quelle liberté de penser? Qui domine les deux plus grandes sociétés de publicité en France? 60% du capital de... Vous savez, la publicité, c'est le nerf de la guerre. Qui domine 60% du marché publicitaire? Deux juifs sionistes. Où sont les Arabes là-dedans? Où sont les musulmans? Maurice Lévy et l'autre Bertrand Fuchs. Quelle liberté de penser qui est menacée par les musulmans? Vous pouvez critiquer qui vous voulez en France. Maintenant, il est même interdit de critiquer Israël. Ah oui, attention, c'est de l'antisémitisme. Aujourd'hui, critiquer Israël, c'est de l'antisémitisme. Vous le savez, enfin, c'est quasiment ça. C'est-à-dire, vous dites j'ai envie de boycotter Israël, on vous fait un procès. Et ça s'appelle la liberté de penser. Mais vous pouvez critiquer les Arabes ou les musulmans, mais tant que vous voulez. Mais attention, il ne faut pas toucher aux Juifs, ni à Israël. Combien de soirées pour la Palestine ont été interdites en France? L'école normale supérieure, il y a 2 ou 3 ans, avec Stéphane Hessel, avait voulu faire une soirée, elle a été interdite. La liberté de penser, elle est menacée par qui en France? La liberté de penser, c'est uniquement pour les Juifs et leurs alliés. À Lyon, il devait y avoir il y a quelques mois, à l'université, elle a été interdite, et ainsi de suite, enfin, mais tout le temps. Et il parle de liberté de penser qui est menacée par les musulmans. Mais quel pouvoir ils ont, les musulmans? Combien de musulmans dirigent les universités en France pour interdire? Par contre, je peux vous citer Christophe Oberlin, qui est chirurgien et professeur à l'école de médecine à Paris, qui a été traîné en justice parce qu'il a donné un sujet à l'université française où il y avait un exemple de blessures de guerre causées par les sionistes. Enfin, on peut multiplier les exemples. Et évidemment, l'intolérance est du côté serait, d'après l'appel, serait du côté des musulmans. Écoutez, moi, j'ai lu, enfin, c'est pas possible. Enfin bon, l'intolérance. Ah, ils sont intolérants. Ils sont. Attendez. Quand on est intolérant, on a du pouvoir pour être intolérant. C'est quoi l'intolérance? Les Juifs sont intolérants. Ils contrôlent les médias et ils imposent une idéologie anti-musulmane. Le dénigrement et la diabolisation, ça c'est l'intolérance. Et les musulmans, est-ce qu'ils ont le pouvoir d'être intolérants? Ils ne l'ont même pas. Mais ils vont chercher à extirper le sentiment d'intolérance ou de résistance ou de méfiance qu'ils développent. Et ça leur est insupportable pour la classe dirigeante judéo-chrétienne. En fait, ce qu'on reproche aux musulmans, c'est quoi? Entre autres, vous savez,
il me vient un exemple. C'est comme si, vous savez, les Indiens d'Amérique, bon, que vous savez ce qu'on leur a fait, etc. Et puis après, on les a parqués dans des réserves. D'accord? Bien. Et c'est comme si les Américains disaient, oh là là, mais ces Indiens, regardez, ils font du séparatisme. Ils ne veulent pas vivre avec nous. Ils ne veulent pas venir vivre à New York, à Miami, à Los Angeles. Enfin, c'est hallucinant quand même. Donc, les musulmans en France, la grande majorité, ils ont été parqués dans des cités, dans des conditions sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir, etc., etc. Bon, ils ont été parqués, ils ont été délaissés, ils sont diabolisés, enfin bon, territoire perdu de la République, tout ce que vous voulez. D'accord? Bien. Et puis après, on va voir, on dit, mais regardez-les, mais c'est pas possible. Enfin, ils veulent se séparer de nous. Enfin, on les aime, nous. On veut vivre ensemble, dans le 16e arrondissement, dans le 5e, à Saint-Germain-des-Prés. Mais pourquoi ils ne viennent pas avec nous? Non, mais vous voyez l'inversion accusatoire. C'est hallucinant, voilà. Moi, je trouve, enfin voilà. Bon, donc, voilà. Donc on fait tout. J'ai pas envie, enfin, je n'ai pas besoin de m'étendre. Donc on fait tout pour pousser les musulmans dans des réserves, contrôlées par les flics, etc. Enfin bon, tout ce que vous savez, dans la pauvreté, la misère, le chômage, enfin, on laisse prospérer probablement la drogue parce qu'on contrôle mieux la population, etc. Ok, mais foutez-leur la paix quand même. Ne les accusez pas d'être des séparatistes. Mais non, ils les accusent de vouloir vivre en dehors du système. Enfin, ce sont Vous savez, en 1983, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de barbu, il n'y avait pas d'islamisme. Vous savez, l'islamisme, le terrorisme islamiste, il n'existait pas il y a 30 ans. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire croire, c'est que l'islamisme et le terrorisme sont inhérents à l'islam. Moi, j'écoute les médias identitaires de droite ou d'extrême droite. Et ils disent toujours, ils disent, non, 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 il n'y a pas islamisme. C'est la même chose. Islam, c'est islamisme, donc terrorisme. Voilà. Donc, ils veulent mettre, comment dire, comme un clou, là, on tape jusqu'à ce qu'il rentre dans le crâne. Ils veulent absolument imposer l'idée, enfin, le parallèle entre l'islam et l'islamisme. Et vous savez, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment ça se fait? Les musulmans, il n'y avait pas d'islamisme, il n'y avait pas de terrorisme. Moi, j'étais à Casablanca, j'étais prof à la fac dans les années 80. Il n'y avait pratiquement pas une seule fille voilée. Alors, donc, cet islamisme, ce terrorisme, il a des raisons. Mais on ne veut pas les voir, évidemment. On fait comme si, oh là là, il y a du terrorisme. Regardez en France, par exemple, il y a 2 jours, il y a eu un truc. Bon. Attendez, mais qu'est-ce qu'on a fait en Irak? Qu'est-ce qu'on a fait en Libye? En Syrie, en Afghanistan? Enfin, on récolte un tout petit peu ce qu'on a semé. Euh, Maintenant, je vais essayer de me lancer un petit peu dans quelques réflexions là-dessus. Pour moi, il est clair que derrière ces événements de diabolisation des musulmans,
Oui, je voulais tout à l'heure dire en 1983. 1983, il y a eu 100 000 Beurs qui sont descendus dans la rue, qui ont manifesté, qui avaient des marches, qui sont venus de Marseille, de Bordeaux, etc., qui ont convergé vers Paris. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils n'ont pas demandé le communautarisme, ils n'ont pas demandé le séparatisme, ils n'ont pas demandé l'islamisme, ils ne demandaient pas des mosquées, ils demandaient à être intégrés dans la société française, à être considérés comme des citoyens à part entière. Quelle a été la réponse du gouvernement, enfin des autorités françaises dominées par le lobby juif? SOS Racisme. Julien Drey, BHL, etc. Donc, j'ai toujours dit que cette politique anti-musulmane, c'est vrai qu'il y a une part traditionnelle de la France, héritée du colonialisme, etc., certes, qu'on ne retrouve pas, par exemple, au Canada ou en Allemagne, pays où j'ai vécu, mais depuis 20-30 ans, cette politique est alimentée par les judéo-sionistes. Les Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Pascal Bruckner, Goldnadel, le BNVCA, le CRIF, etc., etc., qui poussent. Pourquoi? Parce que le lobby judéo-sioniste en France, il a une sainte horreur, il a une panique de voir les musulmans occuper la place qui leur revient dans le pays. Parce qu'ils ont peur que la France, si elle accepte sa part musulmane, et ce qui va avec, c'est-à-dire la participation des musulmans à tous les niveaux de la vie sociale, économique et culturelle, que la France échappe à l'influence judéo-sioniste et se rapproche du tiers-monde, du monde arabe, de la Palestine, etc. Et c'est pour contrer cette évolution vous savez, quand il y avait les pays communistes, on utilisait une expression qu'on appelait le containment, c'est-à-dire qu'il fallait contenir le monde communiste, le contenir, l'empêcher de s'étendre. C'est exactement ce que fait le lobby judéo-sioniste. Et il en a les moyens. Containment, contenir les musulmans, les mettre dans les quartiers, les diaboliser, leur faire raser le mur, les empêcher d'être fiers d'être musulmans, de porter le voile ou de ne pas porter le voile, d'aller à la mosquée ou pas, etc., etc. Et vous regarderez dans les médias, qui parle, quand on parle de l'islam et des musulmans, qui le fait? Des juifs sur BFM TV, Askolovitch, Bruckner, etc. Pourquoi on n'invite jamais les musulmans, comment dire, quel terme? C'est-à-dire diplômés, ouverts, intégrés. Mais il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Il y a des avocats, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des universitaires. Est-ce que vous les voyez jamais à la télévision? Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a envie que les gens se disent « Ah, musulman, c'est Chalboumi. Musulman, c'est terroriste. » C'est une politique délibérée, organisée, manipulée par le lobby juif. Et je regrette que ceux qui en parlent, par exemple, pour ne pas citer de nom, ni d'organisation, mais vous ferez attention, lorsqu'on interroge un intellectuel musulman, l'organisation, etc., qui parle de l'islamophobie, c'est-à-dire de la situation des musulmans en France, du racisme, qui est patent, enfin je dirais il n'y a pas photo. Il ne dit jamais, en tout cas à ma connaissance, jamais il ne mentionne l'action du lobby judéo-sioniste. Jamais, en tout cas à ma connaissance. Si vous avez un exemple contraire, faites-le moi savoir. Alors, de deux choses l'une, ou ils ne savent pas, c'est-à-dire, ils sont naïfs, ils disent « Ah,
la France n'aime pas les musulmans. Bon, enfin, je veux dire, il faut aller un peu plus loin quand même. Voilà, il faut analyser. Il y a un lobby quand même. Il y a un lobby judéo-sioniste en France. Il fait des actions. Il y a un lien. Il y a une relation. Alors, soit ils ne savent pas, et ça, j'en doute un peu, soit ils n'osent pas. Voilà. Et je pense plutôt pour cette seconde solution. Moi, j'en ai rien à fiche. Moi, je dis les choses comme je pense et j'emmerde le monde. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne m'invitent pas, qui s'interdisent même de relayer mes vidéos, etc. Moi, je m'en fiche. Je veux dire, pourquoi? Parce que ces organisations ont peur de ma mauvaise réputation. Voilà. Ça veut dire elles ne veulent pas être mêlées de près ou de loin à un éventuel parallèle avec, vous savez, l'antisémitisme, machin, etc. Voilà. Et donc, malheureusement, il y a des organisations qui luttent et des personnalités, etc., qui n'osent pas faire le saut fatal. Voilà. Euh, voilà, par exemple, vous prenez, c'est ça qui est terrible. Vous savez, c'est très intéressant cette histoire du manifeste. Si vous pouvez avoir le texte, enfin, je ne sais pas, moi je ne sais pas comment faire pour le publier parce que, à part le texte, il y avait des commentaires, l'éditorial, etc. C'est très intéressant de voir comment fonctionne le lobby judéo-sioniste et surtout, parce qu'en fait, c'est ça l'intelligence. Moi, je dis toujours, copier sur les juifs, copier sur les sionistes, ils sont très forts. Ils ne sont pas mis en avant. C'est pas Finkielkraut qui s'est mis en avant. C'est pas BHL. C'est pas Elisabeth Lévy. Ils ont mis un type au-dessus de tout soupçon. Stéphane Breton. Au-dessus de tout soupçon, franchement. Je l'ai entendu, au-dessus de tout. Et donc, ils font passer les idées facilement. Quelle est l'image, quelle est cette image qu'on veut projeter des musulmans en lisant le manifeste? Prenons un bon citoyen français qui lit le manifeste, il est lecteur du Figaro, ou bien qui regarde BFM le soir et qui dit, ou Le Point, etc., qui disent, oui, il y a eu un manifeste intellectuel, voilà ce qu'il dit, etc. Le mec, il se dit, oh là là, mais c'est terrible. Et comme il n'a pas la possibilité de juger, d'avoir, vous savez, il y a une idéologie, une contre-idéologie. Quand il va voir TF1, France 2, France 3, BFM, ITL, etc., qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir soit des juifs qui parlent de l'islam, soit des larbins, comme Chalgoumi, Sifawi, enfin bon, voilà. Mais jamais, et c'est ça le truc, ils ne savent pas, eux. Ces gens, ils vont maintenant faire l'amalgame. Ça veut dire pour eux, un musulman, c'est nécessairement un barbu, un fanatique, quelqu'un qui est plus ou moins, vous savez, le couteau entre les dents, comme on disait des communistes. Vous pouvez trouver, à mon avis, le lien. Il y a un documentaire qui s'appelle Comment Hollywood a façonné l'image de l'arabe. Vous savez, dans les films, l'arabe fourbe, enfin, toujours le poignard dans le dos, etc. Le blanc, il est nickel. Voilà. Donc, on construit cette image. Évidemment, il faut empêcher le citoyen français normal, lambda, de voir qu'il y a des intellectuels, mais qui parlent très bien français, qui discutent, qui sont des philosophes, des sociologues, des femmes magnifiques, cheveux au vent, libérées, etc. Enfin, il ne faut pas qu'on les voie. C'est ça le truc. Il ne faut pas que le français les voie. Il faut qu'il ait cette idée que le musulman, c'est le foulard, c'est l'obscurantisme,
c'est le fanatisme, c'est le terrorisme, et patati et patata. Évidemment, quand le mec allume sa télé, il ouvre son journal, qu'est-ce qu'il voit? Ben, forcément, puisque les musulmans n'ont pas, on leur présente cette image. Ça va même très loin. Vous connaissez le lycée Avicenne, qui est à Lille, je crois, dans le Nord. Le lycée Avicenne est un lycée musulman. Bon. Il a probablement le meilleur taux de réussite au bac, sinon l'un des meilleurs. Pourquoi on ne le cite jamais en exemple? Pourquoi toujours cette idée du musulman obscurantiste? Voilà. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez entendu, vous avez vu des reportages sur le lycée Avicenne? Par contre, il y a 2 ans, on a parlé du lycée Avicenne dans Libération. Et de quelle manière? Parce qu'il y avait un connard musulman, prof, là, le harki parfait, le harki traître, le harki misérable, qui a écrit à Libération pour se faire bien voir de ses maîtres, le caniche, qui a écrit à Libération pour dire, oh là là, au lycée Avicenne, il y a des gens qui ne sont pas Charlie. C'est le crime. C'est un crime de pensée. Mais c'est horrible. Enfin, vous imaginez, lorsqu'on n'est pas Charlie, ça veut dire qu'on peut poser des bombes. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas Charlie, ça veut dire que vous pouvez vous poser des bombes. Et là, c'est la grosse, on a sorti la grosse artillerie. Voilà le travail de Sapt. Et c'est ça qui, enfin, voilà le travail de Sapt, des judéo-sionistes et de leurs, comment dire, de leurs complices. Dans l'article, enfin dans le manifeste ou à côté, on dit les musulmans ne sont pas pour la liberté de conscience. C'est-à-dire, on veut les musulmans, bon, évidemment, ils ne vont pas l'appliquer, personne ne l'applique. Même dans un pays musulman comme le Maroc, si un musulman marocain abandonne la religion musulmane, il n'est pas condamné à mort. C'est pas vrai. Elle existe. La condamnation à mort existe en théorie. Mais même dans un pays musulman, peut-être l'Arabie Saoudite, en tout cas dans un pays musulman classique comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, elle n'est jamais appliquée. Bon, ils disent que les musulmans doivent abandonner l'idée de changer de la liberté de changer de religion. Très bien. Pourquoi ils ne demandent pas aux juifs? Vous savez, pour les juifs, pour le lobby juif, pour la communauté juive, changer de religion, mais c'est une catastrophe. Il y a un sociologue qui avait dit, je le cite d'ailleurs dans le roman Confession d'un Saïen, il avait dit que les conversions, les mariages mixtes, c'est une seconde Shoah pour le peuple juif. Les juifs ont le droit. C'est vrai, ils ont souffert. Donc, eux on est. Voilà, ce qui est terrible, c'est qu'on ne fait pas de parallèle. Évidemment, si on faisait un parallèle. Donc, on demande aux musulmans de tolérer, mais ils n'ont aucun pouvoir en France. Les gens font ce qu'ils veulent. Écoutez Radio Courtoisie, il y a combien de musulmans qui se sont convertis au christianisme? Il y en a plein. Moi, je les entends. Il y a un certain Christophe, par exemple. Et alors, qui lui dit quelque chose? Par contre, le peuple juif, la conversion est aussi condamnable. Regardez en Israël, il y a eu il y a 1 an ou 2
Et il y a un service spécial, il y a un service on dirait un département des services secrets en Israël qui se charge de récupérer les femmes d'une façon ou d'une autre qui vont avec des armes, souvent par la violence. Voilà la liberté religieuse chez les Juifs. On dit les femmes. Vous savez, c'est ça qui est, enfin, amusant malheureusement, entre guillemets. L'Occident veut libérer la femme musulmane. C'est très bien, très bien. Mais moi, je dis toujours, je dis aux musulmans et aux arabes, méfiez-vous. L'Occident est votre ennemi mortel et irréductible. Comment il s'appelle cet auteur? Bon, quelqu'un me le dira parce que, vous savez, ce psychiatre antillais qui a travaillé en Algérie pendant la guerre d'indépendance et qui avait dit ceci à propos du voile dans un livre, un de ses livres célèbres. Bon, j'arrive pas, bon, j'ai un blocage sur le nom, mais quelqu'un va me le dire. Vous savez, en 56-57, le colonialiste français a lancé une campagne pour dévoiler la fille musulmane, en disant aux musulmanes, aux jeunes filles, aux femmes, le voile vous opprime, enlevez le voile. Et ce psychiatre antillais, qui était pro-FLN évidemment, enfin bon, évidemment, il a expliqué que, en fait, le colonialiste voulait détruire la famille algérienne, c'est-à-dire en introduisant comment dire, une division irréductible entre les filles, entre les femmes, les filles et les parents, des conflits, etc. En fait, le colonialiste, mais il n'en a rien à fiche que la femme musulmane soit libérée. S'il veut enlever le voile, et en France, le voile, à quoi il sert? Quel est le but du voile? Bon, par exemple, pour les filles du lycée, au lycée, mais c'est pour les obliger, c'est pour les contraindre à ne pas vivre librement et fièrement leur identité et leur religion. Si, vous savez, vous connaissez cette histoire des jeunes filles musulmanes qui ont tenté d'aller au lycée ou au collège avec une jupe longue, qui n'est pas interdite par la loi, d'accord? La jupe longue n'est pas interdite par la loi. La loi n'interdit que le voile. Ces filles sont convoquées par la direction qui leur dit il faut enlever la jupe longue. La jupe longue est une manifestation, comment dire, je ne sais pas quel est le terme, enfin c'est une manifestation, disons, de revendication politique de la religion musulmane. Voilà. La kippa, il n'y a pas de problème. Par contre, vous mettez une jupe longue, ça veut dire que je suis fier d'être musulmane et ça, c'est inadmissible. Ça veut dire, vous dites, c'est une façon de montrer que vous êtes musulmane. Et donc ça, ils interdisent, alors que ce n'est pas interdit en principe. Donc, les femmes, vous savez, il y a quelqu'un qui avait, je ne sais pas comment, je ne me souviens pas où je l'avais, en tout cas, je suis tombé dans une vidéo sur un musulman qui était harcelé, je crois que c'était un religieux, enfin, qui était harcelé par un journaliste. Il lui disait, mais est-ce qu'un imam peut serrer la main d'une femme, du journaliste? Et là, l'autre lui a dit, très bien, oui. Est-ce que le rabbin peut lui serrer la femme, peut lui serrer la main d'une femme journaliste? Ah, il n'a rien trouvé à répondre.
qui est bon pour ce qui passe pour les juifs, il ne passe pas pour les musulmans. La laïcité, j'en ai parlé, la laïcité qui est la valeur de la République, la grande valeur de la soi-disant, la laïcité, c'est pour opprimer les musulmans. On dit les menus sans porc, c'est inadmissible. Montrez-moi quelque part un élève juif obligé de manger du porc dans une école. Oui, montrez-les-moi. Bon, vous savez, je suis tombé sur une émission il y a quelques jours. Vous savez, il y a Beta TV est devenu TEPA, T-E-P-A, comme thé patriotique. Bon, c'est quelqu'un qui, à mon avis, mais c'est son droit, hein, son droit le plus légitime, celui qui est l'animateur, qui s'appelle Patrick, il a adopté, disons, mettons, des positions identitaires. Très bien, c'est son droit, ça veut dire, enfin bon, à peu près le discours, il aurait très bien signé le manifeste. Bon, très bien. C'est son droit. Bon. Sauf que il avait reçu quelqu'un, il lui a dit, oui, mais enfin, voilà, Jacob Cohen, dans une conférence, une émission, il appelle les musulmans à la dissidence, à la résistance, comme si j'invitais les musulmans à prendre le maquis. Alors, je voudrais que les choses soient claires. Et c'est ça aussi, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. J'ai fait une conférence à Marseille, il y a 2-3 ans, avec Soral, où j'appelais effectivement les musulmans à s'organiser. Mais comment je suis arrivé à ça? Je suis parti du constat suivant, et je crois que c'est un constat qui est inattaquable. Le lobby judéo-sioniste a déclaré la guerre aux musulmans, avec l'appui des autorités françaises qui lui sont soumises. D'accord. Le lobby judéo-sioniste a lancé une guerre. Voilà. Une guerre par la police, par la justice, etc., etc. Cette guerre vise à soumettre les musulmans, à les humilier, à les soumettre. Donc moi, je dis une chose. Partant de ce constat, je dis aux musulmans, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous soumettre ou résister? Vous avez le choix. De toutes les façons, vous connaissez la réalité, donc c'est à vous de voir. Alors, vous pouvez vous soumettre, accepter la domination judéo-sioniste, fermer votre gueule, ou alors résister. Mais comment résister? C'est ça le truc. Quel est le choix qui est laissé aux musulmans en France? La France est quand même, et reste dans une grande mesure, un état de droit. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser en association, on peut faire des listes électorales, on peut constituer des associations de défense juridique, judiciaire, on peut constituer des associations pour un soutien scolaire, etc., etc. On peut constituer des associations pour se soutenir, par exemple au niveau professionnel. Effectivement, pourquoi pas? C'est pas. Ils sont, s'ils font pas ça les musulmans, ils sont cuits, ils sont coincés. C'est ça ce que j'appelle moi un communautarisme de résistance. Je n'appelle pas la dissidence. Je ne suis pas religieux, je suis athée. Mais je constate une chose, le lobby judéo-sioniste a la haute main sur la France. D'accord? Et sur le plan étranger et sur le plan intérieur.
Et les musulmans représentent une force considérable que s'ils s'organisaient comme je le suggère, pourraient contester ce pouvoir judéo-sioniste. Voilà. Donc c'est pas qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Voilà. Je suis pour l'égalité totale, la liberté totale, mais dans un esprit libre, égal. Mais comme il y a une domination qui est un fait, eh bien, il faut savoir lui résister. Enfin, il faut savoir si on veut lui résister. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans, c'est ça qui m'attriste. Mais bon, il y a des dizaines de milliers de musulmans qui sont parmi les plus cultivés, les plus intégrés, etc., qui préfèrent abandonner le combat identitaire, le combat communautaire. C'est-à-dire, ils se disent, bon, ils ont, comment dire, ils ont intégré, ils ont, comme j'appelle moi, l'ADN de la soumission, l'ADN du colonisé. Voilà, ils se sont dit, bon, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, dans la semaine qui avait suivi les attentats de Charlie, je suis rentré il y a un vendeur de journaux à côté de chez moi qui est maghrébin. Je ne sais pas de quelle origine. Enfin, ça se voit qu'il est maghrébin, il a à peu près 45 ans. J'ai pas de contact tellement, enfin, j'achète mes trucs et puis c'est tout, rarement, enfin de temps en temps. Et dans les jours qui ont suivi, j'étais rentré et devant moi il y avait une dame, une belle, bonne française, enfin française, tout ce qu'il y a de bien 50, 60 ans, qui achète deux, trois trucs et qui demande au vendeur, qui lui dit, au fait, il n'y avait pas, je crois qu'elle avait acheté ciné mensuel, mais je suis pas sûr. En tout cas, elle pose la question, moi j'étais juste derrière, elle dit, il n'y avait pas un problème avec Charlie Hebdo, la liberté d'expression, il n'y avait pas un type qui s'appelait Ciné qui a été renvoyé parce qu'il avait fait un truc sur le fils Sarkozy, enfin. Et le vendeur, il fait, je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Alors moi, j'ai dit, madame, effectivement, Ciné a été renvoyé de Charlie Hebdo, enfin, liberté d'expression, etc., tout simplement parce qu'il a fait une blague sur le fils de Sarkozy qui s'est marié avec l'héritière d'Arty, juive, et il avait dit, je crois qu'il s'est converti au judaïsme, enfin, et donc il avait dit, Ciné, il avait dit, il ira loin ce petit. Charlie Hebdo, le temple de la liberté d'expression, d'accord? Le temple, je veux dire, ceux qui veulent, ceux qui font les pamphlets, les croquis sur Mahomet, etc., enfin, je veux dire, ceux qui revendiquent la liberté d'expression, comment Ciné a fait cette petite phrase sur le fils Sarkozy, il a été renvoyé pour antisémitisme. D'accord. Ça, la liberté d'expression, version Charlie Hebdo. Entre parenthèses, Ciné a gagné son procès. Mais 2 ans après, de toute façon. Bon, mais la réaction du Maghrébin, elle était très intéressante. Pourquoi? Parce que la dame était partie et le Maghrébin, il me fait pourquoi vous dites des choses comme ça après les attentats, c'est pas bien. Voilà. C'est ça ce que j'appelle, moi, l'ADN du colonisé. Ça veut dire ce type-là, il a intégré, on n'a pas besoin de le forcer, il a intégré l'idée que tu es musulman, tu fermes ta gueule. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas la peine de chercher, machin, tu es toléré ici. Voilà. Et donc, c'est ça ce que le lobby judéo-sioniste veut faire passer, le message qu'il veut faire passer aux musulmans, vous êtes juste tolérés. Donc, vous savez, Sarkozy, Manuel Valls l'avait dit, la musulmane qui porte le voile, il faut qu'elle soit discrète. Par contre, le juif qui porte la kippa, il doit la porter fièrement.
Voilà, toute la différence est là. Donc, moi, je dis une chose aux musulmans. Voilà, la réalité, elle est là. Vous savez, vous avez beau vous fermer les yeux, faire comme si, etc. Elle est là. Voilà. Il y a un pouvoir dominant qui vous écrase. Voilà. Et qui voudra toujours vous écraser, vous harceler. Alors, choisissez le combat. Comme ça vous arrange, mais choisissez le combat. De toutes les façons, moi, je vais dire ça aux judéo-sionistes qui ont signé ce manifeste. Vous ferez ce que vous voudrez, votre, comment dire, votre anti-islam, non, c'est pas anti-islamique, votre campagne est vouée à l'échec. Vous ne gagnerez pas. Et vous êtes en train de perdre cette guerre. Et la France paiera un prix très fort à cause de ça. Et je finirai là-dessus parce que, il cite l'Institut Montaigne, c'est vrai, a fait une enquête auprès des musulmans, et 28%, le double chez les jeunes, qui se déclarent dans une position qui s'appelle, ils veulent un islam de rupture. Ça veut dire qu'ils ont compris une chose, que cette société-là ne leur fera jamais une place, la vraie place, leur vraie place. Donc, il faut un islam de rupture. Et ce manifeste des sangs intellectuels, leurs larbins, les dominants judéo-sionistes, ils ont perdu cette guerre-là, au détriment de la France. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir des vrais Français, comme des intellectuels, des écrivains, comme ce Stéphane Breton, se laisser manipuler, alors qu'ils aiment la France, qu'ils aiment leur pays, et qu'ils font les larbins, les caniches des judéo-sionistes pour semer les graines d'une guerre civile, qui ne gagneront pas. Voilà. Parce qu'il y a 6 ou 7 ou 8 millions et qui développent, il y a de plus en plus de luttes, il y a de plus en plus de combats de toutes sortes. Donc, leur combat misérable, je dis à Finkielkraut et Elisabeth Lévy, et Goldnadel et Bruckner, votre combat misérable est voué à l'échec. Et vous n'aimez pas la France. C'est pas vrai. Finkielkraut et Elisabeth Lévy n'en ont rien à foutre de la France. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est Israël. Voilà. Et malheureusement, ils utilisent, vous savez, ils viennent avec la France, l'éducation, etc., pour taper sur les musulmans. Mais tout ça, c'est juste parce qu'ils travaillent pour le Mossad. Ce sont des Sayanis. C'est la réalité. Donc, voilà. J'étais un peu long ce soir, je suis désolé. J'essaierai de répondre à vos questions s'il y en a. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, une chose, apprenez à lutter. Lutter de toutes les manières, résister, lutter. La victoire est proche. Bonne soirée.